Ah, les caméras, ça dit quoi? Bon, le podcast d'aujourd'hui va traiter d'un sujet que je trouve très intéressant. Il s'agit en fait de discuter, de réfléchir sur ce qui est mieux pour nos jeunes camers, grandir au pays ou bien grandir en bain. Bon, moi je peux déjà dire, cash, mon point de vue c'est quoi? Il est 1000 fois mieux pour un jeune Camerounais de naître et de grandir au Camer. Je vais appuyer dans ce point de vue-là à travers le podcast et tout cela va être accompagné d'une vidéo. C'est la vidéo en fait d'un couple d'Américains, de Nord-Américains qui sont justement, qui ont déménagé pour le Ghana. C'est-à-dire que c'est des Américains nés aux États-Unis, grandis là-bas, les Tétois, et ils ont décidé de s'installer au Ghana. Et dans la vidéo, en fait, ils expliquent pourquoi. Et j'ai trouvé qu'il y a des arguments très intéressants que le gars a donné. Et c'est même en regardant cette vidéo-ci que je me suis dit, ah, je vais profiter parce que j'avais aussi en tête l'idée de faire le podcast justement sur quel environnement est mieux pour l'épanouissement des enfants. C'est en regardant la vidéo aussi que je me suis dit, ok, je vais profiter même pour faire le podcast et appuyer mon propre argumentaire par les arguments que le gars va donner, que le gars a donné. Donc, sans plus tarder, passons le premier extrait que j'ai choisi de la vidéo. La vidéo est assez longue, c'est une interview qui fait à peu près 1 heure, mais c'est très intéressant et je vais mettre le lien de l'interview intégrale dans la description. Regardons déjà le premier extrait. Il parle en anglais, donc j'ai fait rapidement les sous-titres pour aider ceux qui ne comprennent pas bien l'anglais. It's been 14 months since you moved to Ghana. Yeah. What triggered your move? Yeah, so I mean, I'll give the short version of the story. So as I told you, I was traveling back and forth for about 13 years. And the major thing was the first time I came to Ghana was in 2007. And literally everything I thought about who I was as a black person, as a religious person was transformed. And that stood out to me. And so every time I came to Ghana, it was like I got pieces of that. And what really kind of changed things was around 2014, where we had this incident happened in Missouri around a young guy by the name of Mike Brown. He was killed by a police officer. And so I went to Missouri to march with an organization called the NAACP. NAACP, right? And what happened was I remember walking through this very small town in Missouri. And I wasn't alive, obviously, in the 60s, but the faces, the things they were saying, I think somebody shot out one of the windows of the bus. And so I was thinking like, okay, we're doing a peaceful march for justice. And it was like all of this craziness is coming out the woodworks. And in December, so this was like a couple months apart. In December, I went to Ghana to do some work to like set up for, we do trips, cultural trips for people to come back to Ghana, find their roots and things like that. So it was like this juxtaposed life, right? Where I'm in America feeling like the bottom of the bottom, reminded every day that I'm a black person, that's a stain on the fabric of America. Then I come to Ghana where I literally just exist as a human being. I have no conscience of the color of my skin. And that was really the trigger because every time I went to Ghana subsequent to that, it became more and more difficult to come back to the US. And then ultimately I talked to my wife and I said, I think the next step is Ghana. So it took about 2 years of planning and then we moved here December of 2019. Wow. And how was it when you told your wife that, look, I think we need to move? What was your reaction? What was your reaction? What was my What was the reaction? real reaction? Honestly, like I tell Tim too, like I always have felt comfortable about living in another country. So for me, it was just a matter of where and timing. But the summer we were pregnant, I was pregnant with Tohaji. Tim was here with the team for 5 weeks. And I want to say soon after he left, it was a week where there were 3 black men who were murdered by police. This was the Philando Castile week. And what I thought was, thank God I don't have to worry if my husband on his way home at the stop sign in our neighborhood might end up, you know, thank God that our son, should we move to Ghana, won't have that experience. And so for me, that kind of settled in my mind that moving somewhere where we wouldn't have to deal with that senseless fear, it really helped me be comfortable with it, honestly. But we came in 2000. Donc là on a eu l'extrait. Avant même d'entrer dans le fond, j'ai envie de faire 2 petits commentaires
sur les deux filles qui apparaissent dans la vidéo, vous voyez bien qu'il y a la femme de la maison, celle qui est chez elle, la femme du gars qui parlait. Elle aussi, elle a parlé à un moment donné. Elle est habillée de façon simple et naturelle. Quand on regarde, en fait, elle est assise, par exemple, elle ne croise pas ses pieds. Elle n'a pas de bijoux, excessivement de bijoux. Elle a sa coiffure africaine, afro-naturelle, ce qui est très beau. Et même dans la gestuelle, elle est très douce, en fait, ce qui fait qu'elle dégage quelque chose de très attirant. Contrairement à la présentatrice, je juge les looks uniquement, je ne connais pas les gens, qui est un peu pieds croisés, décolleté, pompons à l'occidental, bijoux, bagues, etc. Et un peu une aura de mimba qu'elle dégage là, qui n'est pas très attirant. Et je vous assure, prenez n'importe quel gars camé, sur 100 gars camé, 99, si vous leur montrez la vidéo, et vous leur demandez quelle fille est la plus attirante, ils vont tous vous dire que c'est celle qui est chez elle, en fait. Donc, c'est pour dire que les filles, vous n'avez pas besoin d'artifice pour être plus attirante ou être plus jolie. Ton corps de femme noire a évolué en Afrique sur des milliers d'années. C'est-à-dire qu'il produit ce qui est bien pour lui. Si tes cheveux naturellement sont bouclés, crépus ou quoi, ça signifie que c'est de ça c'est ça qui doit faire ton charme. Ce n'est pas en mettant de la greffe, des perruques ou quoi que ce soit que tu vas te rendre plus jolie, vu que ton corps, s'il avait besoin des cheveux lisses, il allait produire ces cheveux lisses-là. Donc, laissez souvent exprimer votre charme afro-naturel sans forcément de maquillage, de posture, de décolleté, etc. Et vous allez voir que vous allez dégager des trucs beaucoup plus attirants vis-à-vis des garçons, par exemple. Et comme je dis encore, je ne connais pas les deux filles, hein, c'est vraiment uniquement basé sur l'apparence. Donc arrêtez de dépenser votre argent gratuitement, parce que on vous fait dépenser votre argent pour rien. C'est vraiment un business, il faut que vous dépensez l'argent pour vous faire croire que ce que vous achetez, greffe, maquillage, bijoux et tout, vous rendent plus belle. Mais en fait c'est faux, ça ne vous rend pas plus belle, au contraire. Ça peut même finalement créer, comme j'ai dit chez la présentatrice là, un certain aura de mimba là qui est un peu, ça nous fait un peu un genre, ouais, non, voilà. Et l'autre commentaire, c'est quoi? C'est que, rapidement, hein, là on a une fille, une américaine, une stétoise née au State. Son mari lui dit que la go, on bat qu'au pays. Et elle dit ok, mais qu'est-ce qui se passe donc aujourd'hui avec nos jeunes filles, camé, les crâneuses qui viennent d'arriver au State, ça fait même pas 5-10 ans là, qui sont mariées et qui disent qu'elles ne peuvent plus jamais mettre le pied au Cameroun? C'est quoi le problème? Voilà une stétoise qui est née là-bas. Son mari lui a dit qu'on back, elle a dit d'accord, bacon. Les nouvelles Gokamé des stades là, votre problème c'est quoi? Donc pensez un peu à ça. Pensez à cette fille stétoise née là-bas qui dit qu'il n'y a pas de problème pour aller s'installer au Ghana. Ok, donc maintenant on va rentrer dans les interventions même de ce que le gars a dit. Le gars a dit un truc que je trouve un peu triste, c'est-à-dire qu'il a dit que il a senti qu'au Ghana il existait en tant qu'être humain. Et honnêtement, c'est un peu triste. Ça signifie que dans toute sa vie, je ne sais pas quel âge il a, disons qu'il a 35 ans. Dans toute la vie qu'il a fait aux États-Unis, il sentait tout le temps une pression permanente du fait de sa couleur de peau. Et cette pression-là, c'est dû à quoi? C'est dû au racisme ambiant. Il faut savoir que les sociétés occidentales, ce sont des sociétés fondamentalement racistes. C'est-à-dire que le racisme fait partie des bases, de fondements de la société. Quand on prend les États-Unis par exemple, ce qu'on appelle Founding Fathers, les Benjamin Franklin, les George Washington, John Adams, tous ces gars-là en fait, ils ont écrit la Constitution américaine en 1776, je crois bien, et à l'époque les Noirs étaient encore des esclaves. Donc vous voyez que le pays s'est fondé quand les Noirs étaient encore des esclaves. Donc lorsqu'on a écrit cette Constitution américaine, il n'y a pas un seul Noir ou un seul bronzé qui a ouvert un peu sa bouche pour donner son point de vue. Et quand un pays est conçu sur de telles bases, le racisme est intégral, est inhérent, donc il ne va jamais terminer. C'est pareil pour les sociétés européennes. Le racisme fait partie de la colonne vertébrale de la société, donc il ne va jamais finir, il ne va même jamais diminuer. Ça ne peut pas diminuer vu que ça fait partie du socle même de la société. Et c'est quelque chose que tous les Noirs vont subir parce que c'est inhérent à la société.
C'est pour ça que ce gars dit en fait qu'il a senti qu'il existait en tant qu'être humain. Et quand on parle même du racisme, prenons un peu l'exemple de nous-mêmes, Kamer, quand on arrive en bain. On arrive en bain. Disons qu'on a 15, 16, 18, 20, 25 ans. Il faut savoir que tôt ou tard on est confronté au racisme. Mais honnêtement, tous les Kamers qui arrivent en bain, dans les 2-3 mois de ton arrivée, tu vas avoir ton premier incident raciste. Sauf que nous, en fait, lorsqu'on a un incident raciste, nous, on a le tampon Kamer derrière nous. C'est-à-dire que même si on te dit sale noir rentre chez toi, bon, je ne pense pas qu'on dise encore ça aujourd'hui. Les gens ne veulent plus dire ça comme ça, mais certains vont le penser. Et certains vont te montrer même que c'est ce qu'ils pensent. C'est-à-dire que il y a des situations où tu vas te rendre compte que la société entière est en train de te dire que sale nègre rentre chez toi. Bon, même si tu as cette impression-là, même si la société te dit ça, tu sais déjà que tu n'es pas chez toi, parce que tu sais que tu viens du Kamer, tu as grandi au Kamer peut-être jusqu'à tes 20 ans. Donc, il y a un tampon culturel, et un socle, une appartenance, un sentiment d'appartenance que tu as déjà avant d'être confronté à une société qui dit que fous le camp. Donc, on tient grâce à ça. Maintenant, là, on entre dans le sujet. Pour nos enfants qui vont naître en bain, ou bien qui naissent en bain, ou qui sont nés en bain. Là, ils sont petits. Bon, disons que quand ils sont encore petits, je dis là parce que je pense à neveu, nièce et tout. Pour le moment, quand ils sont encore petits, dont 1, 2, 3, 4 ans, ils ne peuvent pas encore sentir le rejet de la société. C'est-à-dire qu'ils sont trop petits pour être conscients s'il y a même du racisme. Mais lorsqu'ils vont grandir, à partir de 12, 13, 14, 15, 16 ans, lorsqu'ils vont avoir leur premier vrai incident raciste, il faut savoir que c'est des jeunes. On va prendre le cas par exemple que si tu es né en France, tu es français, on te répète à l'école que tu es français, ta carte d'identité elle est française, ta langue que tu parles c'est le français. Quand tu pars à l'école, à la cantine, tu manges la chope française, choucroute, jambon, machin et tout. C'est-à-dire que tu es dans la culture française, tu vis dans la culture française. Et vu que tu es encore petit, la société te fait croire que tu es accepté dans la culture française. Ce qui fait que lorsque, par exemple, quand je dis français, ça peut être belge, allemand, italien, américain, c'est pour prendre un raccourci. Donc, lorsque tu te confrontes à ton premier incident raciste, ça fait très mal parce que lorsque tu te rends compte, il y a le premier incident raciste qui va te faire mal, le deuxième, le troisième, et tu vas bien finir tôt ou tard, mais moi je dis tôt, je dis que souvent à 14, 15 ans tu as conscience de ça, tu vas te rendre compte que tu n'es pas dans ton pays. Tu vas te rendre compte que ce pays-ci a un truc, un blocage, quelque chose qui me rejette. Et si tu n'es pas dans ton pays c'est quoi alors? Parce que tu étais convaincu d'être français, tu étais convaincu d'être européen, parce que tout t'a montré que tu es européen. Mais lorsqu'après tu te rends compte, tu réalises que la société est raciste et que toi en tant que noir, avec la peau noire, tu ne vas jamais te sentir chez toi dans ce pays-ci. La question que je pose à ce moment-là, le jeune qui a 14 ans, 13 ans, le chez lui c'est où? Le chez lui c'est où? Toi le parent, comment tu vas expliquer à ton jeune de 14 ans en fait ces premiers incidents racistes qu'il a eu? Surtout que si tu as fait l'erreur, même pas l'erreur, tu as fait la grosse bêtise de répéter à ton enfant qu'il est français et que la France est son pays. Je me rappelle, j'avais des petits cousins à Paris. Je crois qu'il avait même pas 10 ans. Quand on lui disait que tu es Camerounais, il disait que non, je suis un Français noir. Et quand un petit dit ça à 7-8 ans, ce petit-là, à 14-15 ans, quand il va se rendre compte que la France ce n'est pas son pays, quand la société va lui montrer que tu n'es pas chez toi ici, ça va être très dur. Et quand on dit montrer que c'est pas chez toi ici là, peut-être pour ceux qui m'écoutent du pays et qui ne savent, qui n'ont pas été vraiment confrontés au racisme, c'est par exemple, tu arrives, nous par exemple, parce que ça peut être un peu vague, mais je vais donner quelques exemples de trucs racistes qui te fait comprendre que tu n'es pas chez toi. Tu arrives en amphi, on dit quoi, big up à mes potes en Italie qui m'ont raconté ça. Tu arrives en amphi, tu t'assois, tu choisis une place dans l'amphi pour les cours à l'université. Et tu te rends compte qu'à 10 mètres à la ronde autour de toi, les places restent vides. C'est comme ça pendant tout le semestre. Pendant tout le semestre. Ou alors une jeune fille qui a quitté le Cameroun, qu'elle avait déjà 8, 9, 10 ans. Elle est arrivée au secondaire, toujours en Italie. Il a fallu faire des travaux de groupe. On devait se mettre par groupe de 2. Personne n'a voulu se mettre en groupe avec elle. Je dis bien personne. C'était la seule noire de sa classe et aucun blanc n'a voulu se mettre en groupe avec elle. Ils ont refusé. Jusqu'à ce qu'elle a dû aller se plaindre à la prof. Mais tu veux que la prof elle fasse quoi?
Je dis, c'est des éléments comme ça. Moi, ça m'arrive. Bah, quelque part, ça fait mal. Mais, gars, moi, je sais que je suis Kamer. Je dis que je viens du pays. Bah, moi, ça m'est arrivé. Mais tu sais que tu n'es pas dans ton pays. Tu sais que tu es Kamer. Tu es sur tes études. Tu sais que le soir, tu peux battre. Tu josses avec ton gars sur WhatsApp. Vous parlez de vos Wanda et tout. Il y a les groupes Facebook de Kamer. C'est-à-dire que tu as un cocon. Tu as une identité, une culture dans laquelle tu peux te réfugier. Mais je pense toujours le jeune gamin qui est né en France, qui dit qu'il est un Français noir, qui watise, qui a la carte d'identité française, lorsqu'il a 16-17 ans et que pour la première fois, il se rend compte que personne ne veut se mettre en couple avec lui. Ça fait très mal. Ça fait très mal, ça déstabilise, ça bouleverse beaucoup la jeune personne. Et toi, en tant que parent, qu'est-ce que tu vas lui raconter à ce moment-là? Si tu ne l'as pas fait très tôt, et ça, on va peut-être parler de ça à la fin, comment éviter ça. Éviter, on ne peut pas éviter à 100%, mais il y a quand même moyen d'atténuer les conséquences que ça peut avoir sur lui. Donc, c'est en fait ça. Et un autre exemple encore que j'ai maintenant, c'est je me rappelle très bien, une fois j'étais à Rennes. Bon, avant même de parler de Rennes, j'avais remarqué un truc, c'est que même en Belgique, parce que moi j'ai fait la Belgique, les Noirs qui sont nés en Belgique, Congolais, Camerounais et tout, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression qu'ils ont un manque de confiance en eux. Ils n'arrivent pas à s'exprimer, ils sont trop timides. Et moi, j'ai remarqué ça. Et comme je dis, une fois, donc, on parle de Rennes, j'étais avec un ami, on allait à Rennes, en français. On visitait Rennes. Je visitais Rennes, lui était là-bas. On est parti dans un genre de snack dansant qu'on appelle le Cubanancan. Ceux de Rennes doivent connaître ça. C'est une sorte de bar latino un peu dansant comme ça. Et je me suis rendu compte que, en fait, j'ai wondé que comment est-ce que c'est nous, j'étais avec un pote, c'est nous, les Kamer, blédards, comme on dit. C'est nous qui avons le courage d'aller draguer les filles pour danser avec elles. Il y avait 2 autres Noirs, justement. C'est après qu'on a su qu'ils étaient nés là-bas. Mais, ça m'a Wanda. Mais comment ça se fait que moi qui viens d'arriver, il n'y a même pas 2-3 ans, je suis plus à l'aise avec les blanches qu'un noir qui est né en France. Ça n'avait aucun sens pour moi. Et je pense que sur le coup, je ne m'étais même pas rendu compte de ça, de l'absurdité du truc. Mais maintenant, je me rends compte. Sur le coup, on s'est peut-être dit que les gars là sont mous, mais maintenant, je me rends compte que ce n'est pas une coïncidence. Tellement le racisme déstabilise ces jeunes. C'est-à-dire que le retour à la réalité est tellement violent que certains, ça les bride. Ça les bride à vie. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils sont étrangers dans leur propre pays. Et ils perdent en fait une certaine combativité, ils perdent en fait la confiance en eux. Et c'est comme ça qu'ils vivent toute leur vie. Certains deviennent même fous. Et pour citer un autre exemple, moi j'ai un pote, lui il parle de sa cousine qui est métisse. C'est vrai que les métisses alors c'est encore pire. Parce que le métis, lui, il va clairement penser qu'il est blanc. C'est-à-dire que déjà qu'il est à moitié blanc. Et en plus, il va forcément choisir le côté blanc pendant qu'il va grandir. Pourquoi? Parce que, bon, je parle toujours en généralité. Hein. Si vous connaissez les métis qui se sentent très noirs, ça peut arriver. Mais je parle toujours en général. Parce que quand il est blanc et noir, moitié-moitié, le blanc, c'est quoi? Le blanc, ce sont les présidents, ce sont les ministres, ce sont les présentateurs de télé, ce sont les héros nationaux. Le blanc, c'est les pays européens, c'est le développement, c'est la neige et tout ça. Pourtant, son côté noir, c'est quoi? C'est l'Afrique. C'est les dictateurs, c'est la guerre, c'est la pauvreté, c'est le sida, c'est la misère. Forcément, le jeune blanc qui a 5 ans, 6 ans, le jeune métis, pardon, qui a 5 ans, 6 ans, mais bien sûr qu'il va choisir son côté blanc, il va se considérer comme blanc, en plus qu'il est à moitié blanc. Et lui alors, malheureusement, la société européenne considère les métis comme des noirs. Lui, quand il va avoir ses 15, 16, 17 ans, il va s'asseoir en amphi, il va se rendre compte qu'à 10 mètres à la ronde, personne ne s'assoit à côté de lui. Ça va le rendre fou. Et comme je disais, la cousine métisse de mon pote, elle est devenue folle, elle piquait des crises de nerfs, elle pleurait seule, elle parlait mal à ses parents, elle était même parfois bipolaire, genre parfois elle t'insulte, parfois elle est gentille avec toi. Tout ça, moi je pense que c'est les conséquences du racisme de ces jeunes-là. Et pire même encore, on va manquer dans ça dans le podcast, ce sont les blancs, les noirs qui se font adopter par les blancs. Là c'est la catastrophe. Mais bon, on ne va pas parler de ça maintenant. Donc c'est ça. Je pense donc que, pour résumer, en fait, c'est que nous, Kamer, quand on arrive en bain, on a notre tampon culturel, Kamer, vu qu'on a grandi au Kamer, qui fait qu'on peut encaisser le racisme. Mais nos enfants qui vont grandir en bain, quand ils vont grandir, quand ils vont être confrontés au racisme, ils n'auront pas le recul que nous on a, ils n'auront pas ce recul culturel, ils n'auront pas cette appartenance, cette identité déjà forte. Nous, on est confronté au racisme à un moment où on a déjà une identité propre et bien ancrée.
Par contre, eux, ils vont être confrontés au racisme, ils n'auront rien. Ce qui fait que c'est souvent très dévastateur pour eux. Je vais passer le deuxième extrait que j'ai sélectionné pour le podcast et 17. Like the number one thing for me is the number one, beyond the shadow of a doubt, Hey, You already know. eesh. is not having to be a black person. Wow. Just being able to be a human being. A person, yeah. I tell people there are some things that you can pay for and there are some things that are invaluable. To live in Ghana every day knowing like I've been sweating this whole time because I went for a run this morning. But at no point did I ever imagine I'm in the wrong neighborhood. I'm wearing the wrong thing. The police will pull me over. This will happen. And that in itself is priceless. That is priceless. Wow. That is priceless for me. Wow, that's amazing, Tim. And I'm so glad that you're here. I'm so En fait, le deuxième extrait, lui, il vient en fait confirmer ce qu'il a dit au départ. Qu'est-ce qu'on lui demande en fait? On lui a demandé quels sont les ups and downs, c'est-à-dire qu'est-ce qui sont les avantages et les inconvénients d'être au Ghana. Ils ont d'abord cité les inconvénients, après ils ont commencé à citer les avantages, ils ont dit la job, machin, les relations avec les gens. Et après le gars dit quoi? Le gars dit que le number one, que la chose le plus gros avantage qu'il a, c'est de ne plus être considéré comme un noir. Et ça, c'est la résultante d'être un noir dans une société qui va toujours te voir comme un noir. Pourquoi? Parce qu'elle est fondamentalement raciste. Et ça, c'est la chose que j'aimerais que nos enfants évitent. Il faut savoir que ce sentiment d'appartenance à une communauté, ce n'est pas facultatif, c'est extrêmement important pour l'épanouissement d'un enfant. Regardez comment nous, par exemple, qui avons grandi au pays, quand tu repenses à tes 14, 15, 16 ans, on était pour la plupart au lycée et on avait une insouciance, on avait ce sentiment, on n'a jamais remis en question notre appartenance au groupe dans lequel on est. Bon, peut-être certains, je parle encore en général maintenant, je ne connais pas les problèmes que les gens ont eu souvent dans leur lycée, mais pour la plupart en général, on avait une certaine insouciance, naïveté, une légèreté dans l'air où les gens autour de nous, on ne se souciait pas de s'ils nous acceptent ou pas. Et je trouve ça très dommage. Et c'est pour ça que cette période-là, pour beaucoup, c'est la meilleure période de leur vie. La période des années lycée, où ils étaient vraiment dans leur groupe avec les gens insoucieux, il n'y a pas encore de stress de ceci, cela. Et on est dans un groupe, on est fiers d'être avec les gens qui sont autour de nous. Juste ça, c'était très, très, très épanouissant. Mais malheureusement, pour la majorité de nos enfants qui vont naître et grandir en bain, quand ils vont atteindre l'âge là, au lieu de l'insouciance que nous on avait, eux ils vont plutôt être dans la remise en question parce que c'est à l'âge là, comme je dis, qu'ils vont avoir leur premier incident raciste. Donc au lieu de vivre la même insouciance, la même légèreté, le même sentiment d'appartenance extrêmement agréable que nous on a eu, eux ils vont être dans la remise en question de leur identité, ils vont être dans le questionnement et c'est quelque chose qui est très néfaste à l'épanouissement. Et lorsque tu n'es pas épanoui, tu ne peux pas produire quelque chose de bien. C'est-à-dire que quand tu es mal dans ta peau, mal dans ta tête, mal dans ton esprit, mal dans ta communauté, forcément tu ne peux rien produire d'intéressant. Il y a une statistique tellement vraie que Prof Bougala avait dit. Il a dit que votre enfant a plus de chances de devenir ingénieur, de devenir médecin, de faire des grandes choses de sa vie si il grandit au Cameroun. Et comme par hasard, je ne sais pas si le hasard c'est pas la coïncidence, mais comme par hasard c'est moyen de parler. Moi, quand j'ai fait l'université de Liège en Belgique, 100% des étudiants noirs de la faculté polytechnique étaient des Africains nés venus d'Afrique. Il n'y avait aucun noir né en Belgique dans cette faculté. Bon, peut-être aucun, je ne connaissais pas tous, mais disons 99% pour laisser le bénéfice du doute. Et regardez un peu les Noirs nés en Occident, ce qu'ils deviennent à 18, 19, 20 ans. Beaucoup déjà, on les oriente dans les trucs métiers manuels, à l'usine, on les trucs techniques, le cap et tout. Et souvent, ceux qui vont à l'université, même aux États-Unis, c'est ça, hein, les Noirs universitaires aux États-Unis, ce sont les Noirs qui viennent d'Afrique. Parce que, ça reste mon point de vue, hein, le Noir qui grandit dans une société où il se sent opprimé, où il se cherche identitairement parlant,
il n'aura pas la liberté d'esprit d'avoir des grandes ambitions, de travailler dur, vu qu'il est tout le temps tourmenté par le fait de se sentir noir au milieu des blancs. Et c'est un peu ce que le gars a dit, qu'il est tellement content que son fils, je ne sais pas s'il a dit ça dans les extraits ou dans la vidéo, parce que j'ai regardé toute la vidéo, qu'il est tellement content que son fils ne va pas connaître ça, connaître cette sensation d'être noir. Et toujours être en train de remarquer que ta peau est noire. Mais si tu es tout le temps en train de remarquer que ta peau est noire, quand est-ce que tu te poses pour avoir des projets, pour avoir des ambitions? Et c'est un peu, pour un peu étirer le truc en bain aussi, j'ai remarqué ça. Il y a un truc qui m'avait choqué et que personne, je sais pas, les caméras, vraiment, nous-mêmes, on est souvent bizarres. Personne ne trouve ça, ne remet ça en question. Quand tu arrives en bain, chaque année, tu dois renouveler ton titre de séjour quand tu es étudiant. C'est-à-dire que la société ne te laisse même pas tranquille pour ton identité. C'est-à-dire que tu ne peux même pas avoir une identité en paix. Il faut que chaque année, tu ailles à la commune, à la sous-préfecture ou quoi, dis que me voici, je suis bien toujours là, j'ai bien réussi mes notes, je me suis bien comporté, machin, pour qu'on te renouvelle ton titre de séjour. Et vous savez le nombre de conditions qu'on met pour te renouveler ça. Mais comment est-ce qu'un Camerounais qui est en train de tout le temps se demander comment il va renouveler sa carte d'identité va innover dans sa vie? Pour moi, c'est pas possible. Hein. Et même quand tu travailles, parce qu'apparemment, même quand tu commences à travailler, tu dois ramener ta fiche de paie chaque année pour qu'on te renouvelle encore ta carte de travail. Mais c'est n'importe quoi. Et moi, je suis tout dépassé parce que personne ne remet ça en question. Hein. Je n'ai jamais vu personne se révolter contre ça. D'accord, on n'est pas chez nous. Mais si c'est pour trouver les inconvénients au pays, on est les champions, on est les plus forts, on est les premiers à critiquer tout et n'importe quoi. Mais lorsqu'il y a un truc de si vicieux, de si bloqueur dans le système de bain, tout le monde trouve ça normal, tout le monde accepte. Alors qu'on va dire qu'au pays, il y a la corruption, au pays, ceci, on bloque les jeunes, on bloque machin. Mais mon frère, si chaque année, on te demande de venir montrer ton papier d'identité, on est en train de te bloquer. Le système est en train de te bloquer. Parce que si ta priorité principale, c'est de savoir comment je vais renouveler mon identité, tu n'auras jamais de l'espace pour penser, tu n'auras jamais de l'espace pour innover, tu n'auras jamais de l'espace pour créer. Et encore, ça c'est statistiquement prouvé. 90%, bon je dis ça comme ça, hein, des ingénieurs, des médecins noirs en France, en Belgique, aux États-Unis et tout, viennent d'Afrique. Ce ne sont pas les noirs qui ont grandi en Europe qui deviennent ingénieurs, médecins, avocats, etc. Demandez-vous pourquoi. Je croyais que quand on était jeune noir, être en bain, assurer l'éducation des enfants, ça garantissait l'épanouissement des enfants. Mais qu'est-ce qui se passe après? Et comme je dis aussi, il n'y a pas de situation qui vient avec des avantages, ça vient avec des inconvénients. Et l'inconvénient principal d'un bain pour moi, pour les enfants, c'est que ça ne leur permet pas de forger une appartenance identitaire cruciale et indispensable pour leur épanouissement. Et justement, on parlait de comment est-ce qu'on peut y remédier. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas rentrer au pays. Il y a plusieurs contraintes, mais moi je peux donner quelques conseils. Numéro 1, ça c'est vraiment éviter la grosse bêtise de dire à votre enfant qu'il est français. Ça vraiment c'est le tuer. C'est tuer, c'est même le tuer psychologiquement dès le bas âge sans savoir. Et beaucoup de camés ont fait l'erreur là, beaucoup de femmes, de mamans qui ont élevé leurs garçons dans les années 2000, 90, elles disaient que tu es français, machin, parle bien français, croyant que ça va mieux intégrer l'enfant, mais ça a fait l'effet inverse. Ça a détruit l'enfant. Le jour où il s'est rendu compte que non, il n'est pas français et qu'il ne sera jamais français. Donc, évitez de dire aux enfants qui sont européens, américains, dites-leur que tu es camé. Parlez-leur même les langues maternelles à la maison. Si possible, il faut qu'ils rentrent au pays chaque année. Si possible, chaque année. C'est même pas facile, mais si possible, il faut que l'enfant, avant son premier incident raciste, soit tellement convaincu de son appartenance à la culture camerounaise, de son statut de Camerounais, et qu'il se sente même supérieur aux Français, aux Belges, aux Allemands en tant que Camerounais. Ce qui fait que lorsqu'il est confronté au racisme, ça ne le touche plus. Mais c'est pas facile, je sais que c'est pas facile. Faire rentrer quelqu'un au pays chaque été, c'est pas évident. Même éduquer l'enfant, parce qu'on est tellement pris. C'est ça que le système de Bank, c'est un système tellement, je trouve tellement vicieux. On est tellement pris entre le travail, entre les factures, papa travaille, maman travaille, l'enfant à la crèche toute la journée. Quand l'enfant à la crèche toute la journée, tu ne contrôles pas ce qu'on va lui dire. Je me rappelle encore, parce que ça me vient maintenant, un de mes cousins à Namur en Belgique,
son fils, quand ils allaient à la piscine ou à la plage avec sa classe, bah, on lui mettait la crème solaire. C'est-à-dire que comme la maîtresse met la crème solaire à tous les enfants, on ne va pas lui dire que non, toi on ne te met pas parce que tu es noir. On lui mettait la crème solaire. Mais regardez comment on détruit un enfant, un noirata, on lui met la crème solaire. On est en train de forger dans sa tête que c'est un babtou. Mais quand même. Et plus tard, justement, devant, si l'enfant découvre le racisme, c'est grave. Ça va être grave pour lui. Donc le travail d'éducation de parents est tellement plus compliqué, tellement plus énergivore lorsqu'on est en bain. Surtout si on veut éviter que notre enfant ait une identité quand même très forte. Je sais que c'est pas facile, donc courage à tous les parents qui élèvent les enfants en Occident. Ce n'est vraiment pas facile. À ceux qui n'ont pas encore d'enfants et qui pensent que c'est mieux que mon enfant grandisse ici en bain. Je vais vous dire un truc simple. C'est mieux peut-être pour vous, parce que peut-être vous avez votre travail, votre petite voiture, votre petit appartement dans votre petite vie, entre guillemets, d'esclave. J'insiste toujours sur ça et je vais toujours insister sur ça. Mais pensez un peu à votre enfant. Est-ce que le fait que vous vous contentiez de ce que Ben vous a donné et vous n'avez pas un projet de rentrer au pays, est-ce que vous ne sacrifiez pas l'épanouissement de votre enfant qui va grandir dans cet environnement-là? Parce que je dis encore, vous arrivez à encaisser un bain parce que vous avez un background au Cameroun. Ceux qui n'ont pas ce background-là, ça va être extrêmement dur pour eux. Donc les Camers, planifiez vos vies sur 5, 10, 15, 20 ans et trouvez un créneau, un certain planning pour rentrer vous installer au pays pour vos enfants, ou alors envoyez vos enfants chez la grand-mère, pourquoi pas. Mais combien de filles sont capables de ça? Donc vous voyez que même là je titube un peu dans les solutions parce que je sais que ce n'est pas facile. Donc courage à tous les parents qui élèvent leurs enfants en bain, ce n'est pas facile. À tous ceux qui disent qu'ils vont quitter un bain, j'ai entendu des gars dire ça, que le pays ici, bientôt moi et ma femme on va partir en bain, c'est mieux pour l'épanouissement de nos enfants. Repensez-y. Écoutez allez écouter l'interview intégrale du couple là et vous voyez bien qu'ils ont des arguments qui vont complètement à l'opposé de ce que vous pensez. Et eux ils s'y connaissent mieux parce que c'est des gens qui connaissent Mbeng, qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas. Donc ce qu'ils disent sur Mbeng, c'est du vécu, c'est du factuel. Ce n'est pas les histoires d'images qu'on a vues dans les séries américaines et qui nous fait fantasmer sur une société qu'on ne connaît pas. Donc c'était ça le podcast d'aujourd'hui. Merci pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. J'espère que je n'ai pas été trop brouillon parce que j'ai d'abord essayé de m'organiser. Et après, en parlant, je suis parti un peu en freestyle. Mais je pense que l'idée, les arguments sont passés. Donc, les Camers, merci beaucoup d'écouter le podcast. On fait comme ça, on se prend pour le prochain podcast. Les Camers, on est ensemble. 17. Like the number one thing for me is, the number one, beyond the shadow of a doubt, You already know. is not having to be a black person. Wow. Just being able to be a human being. A person, yeah. I tell people there are some things that you can pay for and there are some things that are invaluable. To live in Ghana every day knowing like I've been sweating this whole time because I went for a run this morning. But at no point did I ever imagine I'm in the wrong neighborhood. I'm wearing the wrong thing. The police will pull me over. This will happen. And that in itself is priceless. That is priceless. Wow. That is priceless for me. Wow, that's amazing, Tim. And I'm so glad that you're here. I'm so